En 1984, une jeune fille et son père d'Austin, au Texas, ont disparu au cours de ce qui devait être un voyage ordinaire d'un week-end, laissant la mère à la maison avec un chagrin inimaginable et des années de questions sans réponse. Pendant plus d'une décennie, il n'y eut que le silence. Mais 16 ans plus tard, dans une casse poussiéreuse à l'extérieur de San Marcos, une simple découverte parmi les débris allait tout changer. Le soleil d'automne filtrait doucement à travers les fenêtres du salon de Margaret Albrook à Austin, au Texas, projetant de longues ombres dorées sur le parquet usé. Margaret était assise tranquillement sur son canapé à motifs floraux, la télécommande serrée dans sa main. À côté d'elle, perchée au bord du siège, se trouvait sa mère, Doris, son visage ridé gravé du même mélange d'anticipation et de terreur qui était devenu un rituel à cette date chaque année. « C'est presque l'heure », murmura Margaret, sa voix à peine audible alors qu'elle appuyait sur le bouton de volume de la télévision. Les nouvelles locales défilaient sur l'écran et Margaret se pencha en avant, les yeux fixés, le souffle coupé alors que le segment familier commençait. Pendant 16 ans, elle avait payé les chaînes d'information locales pour diffuser une alerte de disparition ce jour-là, le jour où son monde s'était effondré. L'écran montrait une photo de famille, un bel homme à la moustache fournie et au regard chaleureux, debout à côté d'une petite fille au sourire radieux. À côté de l'image apparaissait la photo d'une Cadillac rouge rutilante. Il y a 16 ans aujourd'hui, a entonné le présentateur, Jim Albrook et sa fille de 8 ans, Lucia, ont disparu lors d'un week-end en voiture. Ils ont été vus pour la dernière fois au volant d'une Cadillac de ville rouge de 1979, immatriculée THB 143. Si vous avez des informations sur leur localisation, veuillez contacter la police d'Austin. Margaret éteignit la télévision, incapable de supporter le poids vide qui s'ensuivait. Le silence l'écrasait. Doris lui serra doucement la main et se leva. « Je vais monter me rafraîchir », murmura-t-elle d'une voix aussi lasse que ses os. Margaret hocha la tête, regardant sa mère monter lentement l'escalier, puis se diriger vers l'étagère qui bordait le mur du fond. Ses doigts parcoururent le dos de vieux livres jusqu'à ce qu'il se pose sur un album photo à la reliure de cuir usé. Elle le tira vers le bas, le berçant comme un objet sacré, et retourna au canapé. Avec précaution, elle l'ouvrit. Page après page, elle révélait les moments qui avaient constitué sa vie avant que tout ne s'effondre, Jim debout à côté de cette Cadillac qu'il avait économisée pendant des années pour l'acheter, le premier jour d'école de Lucia, tous les trois ensemble à Barton Springs, leurs visages illuminés de bonheur. Ses doigts tremblants traçaient le contour du petit visage de sa fille. « Où es-tu » murmura-t-elle à la photo des mots qu'elle avait déjà prononcés d'innombrables fois auparavant. La sonnerie stridente du téléphone rompit le silence. Margaret sursauta, posa précipitamment l'album et se dirigea vers la cuisine. « Allô » répondit-elle, la voix serrée par une peur haletante. « Madame Albrook, ici l'agent Daniels de la police d'Austin » dit la voix à l'autre bout du fil. « Je vous appelle car nous venons de recevoir un signalement concernant des preuves potentielles trouvées dans une casse à San Marcos. Nous pensons que cela pourrait être lié à l'affaire concernant votre mari et votre fille. » La main libre de Margaret s'agrippa au comptoir de la cuisine. « Quel genre de preuves ? Nous préférons ne pas discuter des détails au téléphone, madame. Seriez-vous disponible pour venir identifier ce qui a été trouvé ? Une voiture de patrouille peut venir vous chercher dans une dizaine de minutes. » « Oui » répondit immédiatement Margaret, le cœur battant. « Oui. Je serai prête. » Elle raccrocha et appela dans les escaliers, « Maman. » Doris réapparut, le visage pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « La police. Ils ont trouvé quelque chose. Dans une casse à San Marcos. Ils pensent que ça pourrait être lié à Jim et Lucia. »« Qu'ont-ils trouvé » demanda Doris d'une voix tremblante. « Ils n'ont rien dit. Mais ils envoient une voiture. Il faut qu'on y aille. » Doris était déjà en mouvement, sa fatigue passée oubliée. « Je viens avec toi. » Ils attendirent dans un silence tendu et haletant jusqu'à ce que la voiture de patrouille s'engage dans l'allée. L'agent se présenta comme étant l'agent Martinez, mais resta peu prolixe durant l'heure de route vers le sud. Margaret aperçut à peine le paysage familier du Texas qui défilait à toute vitesse. Son esprit s'emballait, imaginant des possibilités terribles, désespérées. À côté d'elle, Doris serrait son sac à main si fort que ses jointures brillaient de blanc. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Harvest Auto Salvage, l'estomac de Margaret se tordit à la vue des véhicules de police et du ruban jaune de scène de crime tendu autour d'une section de voitures rouillées et sans vie.
l'officier Martinez les a conduits à travers le labyrinthe de métal froissé jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit groupe de personnes debout dans un silence solennel. Inspecteur Reyes, appela Martinez, Madame Albrook et sa mère sont ici. Un homme grand, en civil, se tourna pour les saluer. Son visage était prudent, indéchiffrable. Madame Albrook. Madame Barrett. Je suis l'inspecteur Reyes. Merci d'être venu si vite. Que as-tu trouvé? Demanda Margaret, la voix plus ferme que ses mains. Le détective Reyes s'écarta. Les jambes de Margaret faillirent céder. Doris halta et s'accrocha au bras de sa fille. Là, écrasée au point d'être méconnaissable, mais terriblement familière, se trouvait une Cadillac de ville rouge. La peinture, autrefois brillante, était décolorée et rouillée, mais Margaret savait. Elle savait. C'était la voiture de Jim. La voiture pour laquelle il avait économisé. La voiture qu'il avait fièrement entretenue. La voiture dans laquelle Lucia et lui étaient partis 16 ans plus tôt, pour ne jamais revenir. Margaret se sentit bouger sans réfléchir, le souffle court, les membres tremblants. Elle s'approcha de l'épave tordue, chaque pas sembla avancer dans la mélasse. La voiture avait été partiellement écrasée, expliqua doucement l'inspecteur Reyes. Nous n'avons pas pu examiner l'intérieur en raison des dégâts. Mais nous avons besoin d'une confirmation. Est-ce la voiture de votre mari, Madame Albrook? Margaret fit le tour du véhicule accidenté. Son regard scruta chaque détail abîmé jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose de petit, mais indubitable, une bosse sur l'enjoliveur chromé de la roue arrière droite. Jim a heurté un trottoir la semaine avant leur disparition, murmura-t-elle d'un ton distant. On allait le faire réparer. Sa voix s'éteignit. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Oui, murmura-t-elle. C'est leur voiture. Le détective Reyes hocha la tête solennellement et fit un geste vers un homme debout au bord de la Seine. Voici Dean Lamb, le propriétaire de la casse. C'est lui qui nous a appelés. Dean s'avança et s'essuya les mains avec un chiffon. Je suis vraiment désolé, madame. Je n'avais aucune idée de l'histoire de la voiture. Elle devait être broyée ce matin. J'étais à mon bureau après coup quand j'ai vu la séquence sur la personne disparue à la télévision. J'ai tout de suite reconnu la voiture et j'ai appelé la police. Comment est-il arrivé ici? Demanda Margaret, ignorant sa main tendue. Qui l'a apporté? Dean se tortilla, mal à l'aise. C'est justement ça, madame. Je n'ai aucune trace. Ce n'est absolument pas dans notre système. C'est suspect, rétorqua sèchement Doris. L'inspecteur Reyes leva une main apaisante. Monsieur Lamb nous a alertés lui-même. Nous n'avons aucune raison de croire qu'il soit impliqué dans l'apparition de la voiture ici. J'essaie de comprendre, dit Dean, impuissant. On a des protocoles stricts, paperasse, contrôle d'identité, tout. Cette voiture n'a aucun sens. Tandis qu'il parlait, une femme en salopette graisseuse s'approcha avec hésitation. J'ai vu Reed la porter, dit-elle doucement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Reed, demanda le détective Reyes. Reed Carroway, a précisé Dean. C'est mon associé. Il gère l'aspect technique. Technicien en chef ici. L'inspecteur Reyes a immédiatement sorti son téléphone. On doit lui parler. Pouvez-vous l'appeler maintenant? Dean hocha la tête et composa rapidement le numéro. Après quelques instants de tension, il secoua la tête. Pas de réponse. J'ai besoin de son adresse personnelle, dit fermement Reyes. Dean sortit un petit carnet de sa poche. Il habite à South Austin, dit-il en griffonnant les informations. Voici son adresse. Le détective Reyes prit la note et se tourna vers l'un de ses officiers. Envoyez une unité. Conduisez Monsieur Carroway pour l'interroger. Tout de suite. Il se tourna vers Dean. Y a-t-il autre chose appartenant à Monsieur Carroway dans les locaux que nous devrions voir? Dean hésita. Son bureau. Mais il est fermé à clé. Seul Reed a la clé. Il nous faudra un mandat pour procéder à une perquisition, dit l'inspecteur Reyes en se tournant vers un autre policier. Déclenchez la perquisition. Margaret resta silencieuse pendant tout l'échange, les yeux rivés sur la Cadillac écrasée. 16 ans d'interrogation. 16 ans d'espoir, contre tout espoir. Et maintenant ça.
La voiture qui avait emmené son mari et sa fille loin d'elle pour la dernière fois était là, méconnaissable. Mais il n'y avait aucune trace de Jim ou de Lucia. Fouillez la zone, ordonna l'inspecteur Reyes à son équipe. Il se tourna vers les deux femmes. Madame Albrook, Madame Barrett, si vous vous sentez prête, votre aide pour identifier d'éventuels objets personnels serait précieuse. Margaret hocha la tête en silence. Elle et Doris suivirent les policiers qui commencèrent à fouiller méthodiquement la casse. Les heures passèrent. Ils examinèrent des tas de métal tordu, des pièces rouillées, des débris abandonnés. Mais rien ne refit surface. Aucune trace de Jim. Aucune trace de Lucia. Finalement, ils se sont retrouvés devant le bureau fermé à clé de Reed Carroway, attendant soit l'homme lui-même, soit le mandat qui leur permettrait de le perquisitionner. Margaret s'appuya contre le mur, l'épuisement se lisant au visage. Doris se tenait à ses côtés, un bras délicatement enroulé autour des épaules de sa fille. Les deux femmes restèrent silencieuses, perdues dans leurs pensées tandis que le soleil de l'après-midi montait dans le ciel. Le soleil était presque à son zénith lorsque deux voitures de police arrivèrent à la casse. Margaret et Doris se redressèrent instinctivement. Un troisième véhicule ou un pick-up bleu foncé le suivait. Il s'est garé à distance, et un homme d'une vingtaine d'années en est sorti. Il avait les cheveux bruns courts et portait une tenue de travail avec le logo de la casse brodé sur la poche de poitrine. L'inspecteur Reyes s'approcha immédiatement. Monsieur Carroway. L'homme hocha la tête, l'air confus. Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Quelqu'un a dit que vous deviez me parler d'urgence. Je suis l'inspecteur Reyes, dit l'agent en lui tendant la main. Nous enquêtons sur la découverte d'une Cadillac rouge dans votre casse, liée à une affaire de disparition vieille de 16 ans. Les yeux de Reed s'écarquillèrent légèrement. La voiture qui a été écrasée ce matin. J'ai entendu dire que Dean vous avait appelé à ce sujet. L'inspecteur Reyes hocha la tête et fit un geste en direction de Margaret et Doris. Voici Margaret Albrook et sa mère, Doris Barrett. La Cadillac appartenait au mari de Madame Albrook, disparue avec leur fille il y a 16 ans. Le visage de Reed changea, sombre et respectueux. Il s'approcha des femmes et leur tendit la main. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Reed Carroway. Margaret hésita mais lui serra la main. La voiture n'était pas correctement enregistrée dans votre système, a poursuivi l'inspecteur Reyes. Une de vos collègues a dit vous avoir vu la porter. Nous aimerions savoir comment elle est arrivée en votre possession. Reed soupira en se passant la main dans les cheveux. Ouais, c'était une situation étrange. Il y a environ une semaine, un homme âgé l'a apportée. Dean n'était pas là. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de la voiture, il voulait la détruire. Il t'a donné son nom, insista Reyes. Reed secoua la tête. Non, et c'est ça qui était bizarre. Il a payé comptant une somme assez importante, en fait. Mais quand j'ai demandé ses coordonnées pour nos archives, il a filé. Il a littéralement laissé les clés sur le contact et s'est éloigné. Je l'ai appelé, j'ai même essayé de le suivre, mais il avait disparu. Pouvez-vous décrire cet homme, demanda Reyes, le ton plus dur. Reed fronça les sourcils. Grand, peut-être 1,80 m. Mince. Cheveux gris, même si je crois qu'ils étaient foncés. Moustache, épaisse. Lunettes. Pantalon kaki. Chemise boutonnée. Il parlait très bas. Presque trop bas pour l'entendre. Margaret haleta bruyamment. Ça ressemble à Jim, murmura-t-elle en pâlissant. Quoi, lâcha Doris, trop fort. Mais c'est impossible. L'inspecteur Reyes se tourna brusquement vers eux. Madame Albrook, dites-vous que cela correspond à la description de votre mari? Margaret hocha lentement la tête, les mains tremblantes. C'est possible. La taille. La carrure. La moustache. Jim portait toujours des chemises boutonnées, même le week-end. Reyes se tourna vers Reed. Quel âge aurait cet homme, à ton avis? Difficile à dire, dit Reed en fronçant les sourcils. Peut-être la cinquantaine. Il aurait pu être plus jeune, cependant. Il avait l'air fatigué. Buriné, tu vois. Doris secoua la tête, la voix haute. Ça n'a aucun sens. Jim adorait cette voiture. Il a travaillé si dur pour l'avoir. Pourquoi s'en serait-il débarrassé? Et pourquoi maintenant? Et où est Lucia,
ajouta Margaret, la voix plus forte malgré sa confusion. Après 16 ans, pourquoi ça? L'inspecteur Reyes leva une main apaisante. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous devons enquêter plus avant. Il se tourna vers Reed. Nous aimerions fouiller votre bureau, monsieur Carroway. Un de vos collègues a mentionné que vous le gardiez fermé à clé. Reed hocha la tête sans hésiter. Bien sûr. Rien à cacher. On y garde juste quelques outils et catalogues précieux. Suivez-moi. Alors qu'elle se dirigeait vers le petit bâtiment qui abritait le bureau, Margaret et Doris échangèrent des regards troublés. Tu crois vraiment que ça aurait pu être Jim, murmura Doris. Margaret secoua la tête. Je ne sais pas. On dirait bien qu'il est là, mais pourquoi aurait-il abandonné la voiture? Et où était-il passé? Où est Lucia? C'est juste que, je ne crois pas que Jim ferait ça. Peut-être que cet homme essaie de nous embrouiller, murmura Doris. À la porte du bureau, Reed sortit un trousseau de clés et l'ouvrit. Il s'écarta. Veuillez patienter ici, dit l'inspecteur Reyes à Margaret et Doris. Nous vous préviendrons si nous trouvons quelque chose d'intéressant. Alors que les officiers entraient, Doris halta soudainement, se tenant la poitrine. Maman, s'écria Margaret, prise de panique. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon asthme, souffla Doris en fouillant dans son sac. Le stress, mon inhalateur. Margaret la guida rapidement vers un banc, fouillant dans le sac jusqu'à ce que ses doigts se referment sur l'inhalateur. Elle aida Doris à l'utiliser, le cœur battant la chamade. Peu à peu, la respiration de Doris se stabilisa. Son visage, cependant, restait pâle et tiré. Je vais bien, insista faiblement Doris. Je suis juste dépassée. Je suis désolé pour le dérangement. Voulez-vous que nous appelions une ambulance? Demanda l'inspecteur Reyes, la voix inquiète. Non, non, dit Doris fermement en faisant un geste de la main. Ça ira. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Margaret resta à ses côtés, observant avec anxiété la poursuite de la perquisition dans le bureau de Reed. De temps à autre, un agent apparaissait avec quelque chose à examiner, mais à chaque fois, Margaret secouait la tête. Rien n'appartenait à Jim ou à Lucia. Près d'une heure s'écoula avant le retour du détective Reyes. Son expression révéla la réponse avant même ses paroles. Nous avons terminé nos recherches, leur dit-il doucement. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé qui soit directement lié à votre mari ou à votre fille. Les épaules de Margaret s'affaissèrent, silencieusement dévastées. Alors, on n'est pas plus près. Nous avons progressé, lui assura Reyes. Retrouver la Cadillac est crucial. Il nous faut maintenant découvrir qui l'a amené ici et pourquoi. Il se tourna vers Reed. Monsieur Carroway, nous aimerions que vous veniez au poste pour faire une déclaration officielle. Reed hocha immédiatement la tête. Bien sûr. Je ferai tout ce que je peux. Madame Albrook, Madame Barrett. Continua Reyes, nous apprécierions que vous veniez aussi. Nous aimerions examiner l'affaire avec vous à la lumière de ces nouveaux éléments. Nous viendrons, dit fermement Margaret. Je conduirai mon propre camion, proposa Reed. Je retourne vers Austin de toute façon. Reyes réfléchit, puis hocha la tête. Très bien. On vous attend dans 1 heure. Alors qu'il retournait vers la voiture de police, Margaret jeta un coup d'œil à sa mère. Tu es sûr d'être prêt pour ça? Demanda-t-elle doucement. Doris serra le bras de sa fille. Je ne raterai ça pour rien au monde. S'il y a la moindre chance de découvrir ce qui est arrivé à Jim et Lucia, il faut que je sois là. Ils montèrent sur le siège arrière, regardant Reed monter dans sa camionnette. Le petit convoi est sorti de la casse, le soleil de l'après-midi brûlant, projetant des ombres nettes sur les restes tordus de la Cadillac rouge. Plus tard, sous les lumières fluorescentes crues du département de police d'Austin, Margaret et Doris étaient assises à une petite table de conférence, face au détective Reyes et à un autre officier. Reed Carroway, après avoir fait sa déclaration, attendait dans une autre pièce. Revoyons la chronologie, dit l'inspecteur Reyes en ouvrant un épais dossier. Parfois, un regard neuf sur des détails anciens révèle quelque chose qui nous avait échappé. Margaret hocha la tête, les mains jointes. Jim et Lucia partirent un samedi matin, le 12 octobre 1984. Jim avait son cabinet dentaire ici, à Austin. Il était très respecté. Il l'avait bâti de toutes pièces.
Il avait ce style particulier à la moustache, les cravates colorées. Ses patients l'adoraient. Et Lucia, demanda doucement le détective Reyes. Un petit sourire mélancolique effleura les lèvres de Margaret. Elle avait 8 ans. Tellement brillante. Tellement pleine de vie. Elle adorait son père. Elle le suivait partout quand elle n'était pas à l'école. Vous n'êtes pas parti en voyage avec eux, demanda le deuxième officier en prenant des notes. Margaret secoua la tête. Maman avait besoin d'aide ce week-end-là. Elle déménageait des meubles et réaménageait sa maison après le décès de papa. Ce devait être juste une nuit à un petit tour à l'anneau. Jim voulait montrer à Lucia les couleurs d'automne du Hill Country, et peut-être visiter Enchanted Rock. Il devait être de retour dimanche soir. Et quand avez-vous réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas, demanda l'inspecteur Reyes, bien qu'il connaisse sûrement déjà la réponse grâce au dossier devant lui. Dimanche soir, répondit Margaret, la voix devenant distante. Jim avait promis de m'appeler à leur départ de l'anneau. N'ayant pas eu de ses nouvelles à l'heure du dîner, j'ai essayé le motel. Ils m'ont dit que Jim et Lucia avaient quitté l'hôtel le matin même. J'ai appelé ses amis, sa famille. Personne n'avait eu de leurs nouvelles. Lundi matin, je suis allé à la police. Doris tendit la main et serra doucement celle de sa fille. Nous cherchons depuis, murmura-t-elle. Le détective Reyes hocha la tête solennellement. L'enquête a été minutieuse. Les policiers ont visionné les images de vidéosurveillance des stations-service et des commerces situés le long de leur trajet. Ils ont interrogé le personnel des motels et les clients des restaurants du quartier. Les cartes de crédit et les comptes bancaires de Jim n'ont plus jamais été utilisés. Son cabinet dentaire est resté intact. À l'époque, la technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, a ajouté le deuxième agent. Pas de téléphone portable pour nous suivre. Moins de caméras. On a fait ce qu'on a pu. Et maintenant, 16 ans plus tard, sa voiture se retrouve à la casse, dit Margaret, la voix crispée par l'émotion. Apportée par un homme qui correspond à la description de Jim. Un silence pesant emplit la pièce. L'inspecteur Reyes referma le dossier et se pencha en avant, l'air sérieux. Madame Albrook. Je dois vous demander. Est-il possible que votre mari soit parti volontairement? Margaret se raidit. Non. Absolument pas. Notre mariage était heureux. Il adorait Lucia. Son cabinet prospérait. Il n'avait aucune raison de partir. Les gens ont parfois des secrets, dit doucement l'inspecteur Reyes. Ils cachent des vies, même à leurs proches. Pas Jim, insista Margaret fermement. Et même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas où il ne m'aurait jamais enlevé Lucia. Jamais. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Une policière entra. La déposition de Reed Carroway a été traitée, a-t-elle informé l'inspecteur Reyes. Il attend dans le hall. Merci, dit Reyes. Il se tourna vers Margaret et Doris. Nous allons poursuivre nos investigations sur cette nouvelle piste. La voiture sera examinée minutieusement et nous tenterons de retracer ses déplacements au cours des 16 dernières années. En attendant, je vous recommande de rentrer chez vous et de vous reposer. La journée a été longue. Margaret jeta un coup d'œil à sa montre, surprise de voir qu'il était déjà plus de 14 heures. Oui. Je suppose que nous devrions. Nous pouvons demander à un officier de vous conduire, proposa le détective Reyes en se levant. Ils se dirigèrent vers le hall de la gare où Reed, assis sur une chaise en plastique, consultait les informations de son téléphone. Il se leva à leur approche. Tout est fini, demanda-t-il. Oui, répondit Margaret doucement. Merci de votre coopération. Pour aujourd'hui, ajouta l'inspecteur Reyes en hochant la tête. Nous vous contacterons si nous avons d'autres questions, monsieur Carroway. Reed jeta un coup d'œil à Margaret et Doris. Je pourrais te déposer. J'habite dans le quartier de Hyde Park. Le détective Reyes avait l'air dubitatif. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Carroway. Nous pouvons arranger. Avant qu'il puisse terminer, un officier en uniforme s'est approché avec un message urgent, éloignant Reyes du groupe. En son absence, Margaret évalua rapidement leur situation. Sa mère semblait épuisée, et elle risquait soit une longue attente pour une escorte, soit un taxi coûteux. Nous apprécierions de vous raccompagner, décida Margaret, repoussant le malaise qui lui montait à l'estomac. Reed avait pleinement coopéré avec la police.
Il savait où il travaillait. Il n'y avait aucune raison rationnelle de refuser. Je vais le dire au détective Reyes, a-t-elle ajouté, s'approchant pour parler au détective toujours en contact avec l'officier. Tu es sûr de ça, murmura Doris au retour de Margaret. La police a ses informations, dit Margaret à voix basse. Tout ira bien. Le détective Reyes est revenu, l'air réticent mais résigné lorsque Margaret lui a expliqué. J'ai sa plaque d'immatriculation et ses coordonnées, leur a-t-il assuré. Appelez-les immédiatement en cas de problème. Le pick-up de Reed était vieux, mais bien entretenu. Il ouvrit la portière passager pour Doris, l'aida à monter, puis attendit que Margaret s'installe sur le siège du milieu. « Où es-tu à Hyde Park » demanda Reed alors qu'il sortait du parking de la gare. « Speedway, près de la 45e, » répondit Margaret, gardant un ton neutre. Reed hocha la tête. « Je suis sur l'avenue H, pas loin du tout. » C'est drôle, on ne s'est jamais croisés. Merci encore pour le voyage, dit Margaret. L'après-midi à Austin fut inhabituellement calme tandis qu'il se dirigeait vers le nord. Reed maintint une conversation informelle, s'enquérant du quartier et soulignant à quel point la ville avait changé au fil des ans. Soudain, Doris halta et commença à tapoter ses poches et son sac à main. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman » demanda Margaret, alarmée. « Mon inhalateur » dit Doris, la voix crispée par l'inquiétude. « Je crois que je l'ai oublié au bureau de la casse, quand j'ai eu ma crise, tout à l'heure. »« Tu te sens bien » demanda Margaret, inquiète. « Je vais bien maintenant » lui assura Doris. « Mais j'ai besoin de cet inhalateur. C'est mon inhalateur sur ordonnance, et je l'ai reçu la semaine dernière. Il était cher. » Reed jeta un coup d'œil. « Moi aussi, je suis asthmatique. Si tu as besoin d'un inhalateur, j'en ai un de rechange chez moi. On pourrait passer le chercher. » Margaret secoua la tête. « C'est très gentil, mais on pourrait peut-être s'arrêter à une pharmacie. Il doit y en avoir une à proximité. » C'est un inhalateur sur ordonnance, insista Doris. Je ne veux pas gaspiller d'argent pour un autre alors que le mien traîne probablement sur un bureau à la casse. Maintenant, demanda Margaret, surprise. Mais la casse est à 1 heure d'ici. Ça ne me dérange pas de te reconduire, proposa Reed. Vraiment. Ce n'est pas un problème. On ne pouvait pas te demander ça, protesta Margaret. On pourrait prendre un taxi. Doris secoua fermement la tête. Ce serait tellement cher, Margaret. Monsieur Carroway propose de nous aider. S'il vous plaît, appelez-moi Reed, dit-il en souriant. Et sérieusement, ça ne me dérange pas. Cette casse est presque ma deuxième maison. On peut y aller et revenir en 2 heures. Margaret regarda l'expression déterminée de sa mère et soupira. Si tu es sûre, maman ? J'en suis sûr, acquiesça Doris. Je ne veux pas gâcher un inhalateur en parfait état. C'est réglé, dit Reed en faisant signe de faire demi-tour au prochain carrefour. Retour à San Marcos. L'horloge du tableau de bord indiquait 15h05 lorsque le pick-up de Reed est arrivé à la casse auto salvage. La police avait terminé l'inspection des lieux, mais la Cadillac écrasée restait bouclée par du ruban jaune. Seuls quelques employés travaillaient encore au loin, déplaçant des pièces et triant la ferraille. Ils sortirent tous les 3 du camion et se dirigèrent vers le bureau principal. Dean Lam était derrière le comptoir, l'air surpris de les revoir. « Reed ? Madame Albrook ? Je croyais que vous étiez tous partis avec la police il y a des heures. »« Nous l'avons fait, » a expliqué Reed, mais Madame Barrett pense qu'elle a laissé son inhalateur ici plus tôt lors de sa crise d'asthme. Le visage de Dean s'adoucit avec compréhension. « Oh, je vois. Oui, en fait, je l'ai retrouvé après le départ de tout le monde. Je l'ai mis en sécurité dans le bureau de Reed, pensant qu'il saurait comment te le rendre. »« C'est gentil, » dit Doris chaleureusement. « Ça vous dérangerait si je le prenais maintenant ? C'est mon ordonnance, et je détesterais le remplacer. »« Bien sûr, » répondit Dean. « Reed, tu as la clé. » Reed hocha la tête et sortit son trousseau de clés de sa poche. Margaret et Doris le suivirent dans le couloir jusqu'à son bureau. Il leur dit qu'il allait simplement entrer pour prendre les médicaments. Margaret s'affala sur l'une des chaises en plastique usées, l'épuisement se lisant sur son visage. Doris, quant à elle, faisait les 100 pas juste devant la porte, l'air tendu. Alors que Reed ouvrait la porte et disparaissait à l'intérieur, Doris fronça les sourcils,
ses yeux se plissant de suspicion comme si quelque chose avait attiré son attention. « Comment vas-tu, maman » demanda Margaret doucement en regardant sa mère faire les 100 pas. « Je vais bien » murmura Doris. « Je suis juste dépassé par tout. » Ils étaient assis dans un silence pesant, le seul bruit étant le cliquetis lointain du métal provenant de la cour. Quelques minutes passèrent. Margaret s'agita, mal à l'aise. Pourquoi est-ce qu'il tarde autant? C'est juste un inhalateur. Doris se redressa brusquement, le regard perçant. Elle se pencha et murmura d'un ton pressant. Margaret. Quand Reed ouvre la porte pour sortir, regarde l'étagère du haut de la vitrine en face de la porte. Quoi? Pourquoi? Margaret cligna des yeux, perplexe. Fais-moi juste confiance, murmura Doris. S'il te plaît. Margaret fronça les sourcils, déconcertée par l'intensité soudaine de sa mère. J'ai aperçu quelque chose quand il est entré, expliqua Doris précipitamment. Je crois avoir vu un sac à main bleu là-haut, entre des livres. On dirait celui de Lucia. Le cœur de Margaret fit un bond. C'est impossible, maman. Le sac de Lucia était avec elle quand elle a disparu. Regarde, insista Doris d'une voix plus forte. C'est exactement la même nuance de bleu. Avant que Margaret puisse répondre, des pas approchants signalèrent le retour de Reed. Alors que la porte du bureau s'ouvrait, les deux femmes tournèrent instinctivement le regard vers la pièce. Par la porte, Margaret aperçut une vitrine contre le mur du fond. Là, perché sur l'étagère du haut, entre plusieurs manuels techniques, se trouvait un petit sac à main bleu exactement la couleur que Lucia emportait partout avec elle. Reed sortit, tenant l'inhalateur de Doris. « Je l'ai trouvé sur mon bureau », dit-il avec désinvolture en le lui tendant. Mais Margaret ne pouvait détacher son regard de la lueur bleue visible à travers la porte qui se fermait. « Reed, dit-elle d'une voix étonnamment ferme, ce sac bleu dans ton bureau. » Reed se retourna, suivant son regard vers le bureau. « Oh, ce vieux truc, répondit-il d'un ton désinvolte. Mais Margaret remarqua le léger raidissement de sa posture. « Il ressemble exactement à celui de ma fille, insista-t-elle. Celui qu'elle avait avec elle quand elle a disparu. » Reed hésita un instant. « Vraiment? Quelle coïncidence. Ça vous dérangerait si je regardais de plus près, demanda Margaret en se levant déjà de sa chaise. Reed sembla peser le pour et le contre pendant un moment, puis haussa les épaules avec nonchalance. Bien sûr. Ce n'est rien de spécial. Juste un vieux sac qui appartenait à ma fille. Je ne savais pas que tu avais une fille, commenta Dean derrière le comptoir, regardant Reed avec curiosité. Reed lui jeta un rapide coup d'œil. Elle n'est plus avec nous. Elle, vit avec sa mère à Houston. Margaret et Doris suivirent Reed jusqu'à son bureau. Il déverrouilla la porte et se dirigea droit vers l'armoire, tendant la main pour récupérer le sac à main bleu sur l'étagère du haut. Le voilà, dit-il en le tendant à Margaret. Ma fille n'était pas très féminine, mais elle l'a reçu pour son anniversaire, il y a 1 an, de l'école. Elle ne l'a jamais vraiment aimé ni voulu l'utiliser, alors je l'ai gardé ici. Margaret prit le sac d'une main tremblante. Il était exactement de la même taille et du même style que celui qu'elle avait acheté pour Lucia en 1984, un petit sac rectangulaire avec une bordure blanche et un fermoir simple. Elle revoyait le visage de sa fille, entendait presque sa voix. Lucia avait économisé son argent de poche pendant des semaines pour l'acheter, insistant sur le fait qu'il était suffisamment grand pour qu'elle puisse l'emporter partout. On dirait une pièce vintage, dit doucement Margaret en retournant soigneusement le sac entre ses mains. En quelle année votre fille l'a-t-elle reçu? Reed se déplaçait mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. Oh. Je ne me souviens plus exactement. Il y a quelques années. Il est identique à un sac populaire du début des années 80, remarqua Doris en observant attentivement le visage de Reed. Je suis surprise qu'ils en fassent encore dans ce style. Ouais, eh bien, tu sais comment la mode change de direction, répondit Reed avec un signe de tête dédaigneux. Le vintage est de nouveau tendance, je suppose. Margaret ouvrit le sac. Il était vide. Elle examina attentivement l'intérieur, ses doigts parcourant la doublure. Il est en remarquablement bon état pour un sac d'enfant, murmura-t-elle. Comme je l'ai dit, elle ne s'en est presque jamais servie, répondit Reed d'une voix douce. Tu peux la garder si tu veux. Je la gardais ici, à prendre la poussière. La tête de Margaret se releva brusquement de surprise.
Tu donnerais le cadeau d'anniversaire de ta fille. Reed haussa à nouveau les épaules, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas comme si ça lui manquait. Et puis, si ça te réconforte, si ça te rappelle ta fille, pourquoi pas? C'est très généreux, dit Margaret lentement, l'esprit en ébullition. Tu es sûr? Absolument, confirma Reed d'un ton neutre. La police n'a-t-elle pas vu ça lors de la perquisition de votre bureau plus tôt, demanda soudain Doris, les yeux plissés. Reed hocha la tête. Oui. Ils ont tout examiné. Je leur ai dit que c'était à ma fille, et ils sont passés à autre chose. Juste un objet personnel. Rien de suspect. Doris prit le sac des mains de Margaret, le retourna et l'inspecta de plus près. À l'intérieur, ses doigts effleurèrent quelque chose. Elle en sortit une petite étiquette en ruban blanc cousu dans la doublure. Plissant les yeux, elle fronça les sourcils. Il n'y a aucune information du fabricant sur cette étiquette, dit-elle en la montrant à Margaret. On dirait que quelque chose y était déjà imprimé, mais qu'il a été effacé. Margaret se pencha, le cœur battant. Effectivement, l'étiquette blanche portait de faibles traces de ce qui aurait pu être du texte maintenant nettoyé, les lettres n'étant plus que des fantômes d'elles-mêmes. C'est étrange, murmura-t-elle, puis elle leva les yeux vers Reed. Quel genre de cadeau d'anniversaire n'a ni étiquette ni marque? Je ne sais pas, répondit Reed, une pointe d'impatience dans la voix. C'est une amie de son école qui me l'a donné. Margaret passa lentement ses doigts sur le tissu, notant sa texture familière, son poids familier. Il ressemblait exactement au sac de Lucia ou celui-là même que sa fille avait insisté pour emporter partout, même lors de ce dernier voyage avec son père. On le garde, annonça soudain Doris en serrant le sac contre sa poitrine. Si tu es sûr que ça te va. Comme je l'ai dit, ça prend juste la poussière ici, répéta Reed en désignant la porte. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je devrais probablement vous ramener à Austin. Alors qu'elle traversait la casse pour rejoindre le camion de Reed, Margaret et Doris échangèrent des regards tendus et chargés de sens. Aucune d'elles ne parla avant d'être assise dans le véhicule et que Reed se soit brièvement éloigné pour parler à Dean. C'est le sac de Lucia, murmura Doris d'un ton pressant, la voix tendue. J'en suis sûr. L'étiquette a été trafiquée pour effacer la marque et l'année de fabrication. Margaret hocha la tête, son esprit s'emballant. Mais comment Reed aurait-il pu avoir le sac de Lucia? Et pourquoi serait-il dans son bureau? Je ne sais pas, murmura Doris en secouant la tête. Mais il y a quelque chose qui cloche. D'abord, la voiture de Jim débarque à la casse, apportée par Reed. Et maintenant, ce sac qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Lucia est dans son bureau. Ne tirons pas de conclusions hâtives, prévint Margaret, même si le doute la tenaillait. Tout cela pourrait être une étrange coïncidence. Le regard de Doris croisa le sien, perçant. Tu y crois vraiment? Avant que Margaret ne puisse répondre, Reed remonta sur le siège conducteur, son expression joyeuse comme si toute cette rencontre troublante n'avait jamais eu lieu. Tout est prêt, demanda-t-il joyeusement. Oui, répondit Margaret avec un sourire forcé. Merci encore pour votre aide aujourd'hui. Reed a démarré le moteur et est sorti de la casse. Alors qu'il rejoignait la circulation en direction nord sur l'Interstate 35, Margaret était assise sur le siège passager, son sac à main bleu serré fermement sur ses genoux. Doris était assise tranquillement à l'arrière, son inhalateur fraîchement récupéré bien rangé dans son sac à main. Le silence dans la voiture pesait sur eux, lourd de questions non formulées. L'esprit de Margaret bouillonnait, chaque possibilité étant plus troublante que la précédente. Comment Reed pouvait-il avoir un sac aussi identique à celui de Lucia? Et pourquoi avait-il tant voulu le donner? Je ne vous remercierai jamais assez pour toute votre aide aujourd'hui, dit enfin Margaret d'une voix douce, rompant le silence tendu. Quelle journée! Reed hocha la tête, les yeux rivés sur la route. Ravi de pouvoir vous aider. Retrouver cette voiture a dû être un sacré choc pour vous deux. 16 ans d'interrogation, murmura Margaret. Et puis retrouver la voiture de Jim comme ça. Parlez-moi d'eux, demanda Reed d'un ton désinvolte. Votre mari et votre fille. Comment étaient-ils? Margaret hésita, observant le profil de Reed. Son expression semblait sincèrement intéressée, mais quelque chose dans la question la mettait mal à l'aise. Pourtant, parler de Jim et Lucia avait toujours été sa façon de les entretenir. Jim était un dentiste formidable, commença T.L. doucement. Il avait un don particulier avec les patients, surtout les enfants.
Il n'avait jamais peur de lui. Il racontait des blagues idiotes, portait ses cravates ridicules avec des motifs dedans. Un léger sourire éclaira les lèvres de Reed. Ça a l'air d'être un personnage. Il l'était, acquiesça Margaret, le regard perdu dans le vide. Et Lucia, elle était pleine de vie. Intelligente. Curieuse de tout. C'était une petite fashionista, même à 8 ans, toujours si soucieuse de son apparence, de ce qu'elle portait. C'est pour ça qu'elle aimait tant ce sac bleu, demanda doucement Reed en désignant le sac à main sur ses genoux. Oui, murmura Margaret en caressant la surface en vinyle. Elle a économisé son argent de poche pendant des semaines pour l'acheter. Il faisait partie de la collection d'accessoires Barbie ou une édition limitée. Elle l'emportait partout. Margaret fouilla dans son sac et en sortit une vieille photo. On y voyait Jim et Lucia debout devant la Cadillac rouge. Jim entourait les épaules de sa fille d'un bras protecteur, sa moustache proéminente surplombant un large sourire joyeux. Lucia rayonnait devant l'objectif, sa tenue rose éclatante contrastant avec la peinture rouge cramoisie de la voiture. Ce sont eux, dit doucement Margaret en tendant la photo à Reed. Elle a été prise environ un mois avant leur disparition. Reed jeta à peine un coup d'œil à la photo avant de tourner à nouveau les yeux vers la route. Une belle famille, commenta-t-il nonchalamment. Il lui manquait 2 dents du haut. Il inspira profondément, comme pour savourer ce souvenir. Ce t-shirt rose arc-en-ciel. Margaret se figea. Son souffle s'arrêta. Son regard se posa sur le visage de Reed. Il avait à peine regardé la photo, pas assez longtemps pour remarquer des détails aussi précis. Elle n'avait rien mentionné de l'arc-en-ciel sur le t-shirt de Lucia, ni de ses dents de devant manquantes. Sur la banquette arrière, Doris était complètement immobile. Margaret sentait le regard de sa mère scruter l'arrière de la tête de Reed. Oui, dit Margaret prudemment, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, tandis qu'elle glissait la photo dans son sac à main, les mains tremblantes. C'est exact. Le reste du trajet se déroula dans un silence tendu et inconfortable. Margaret remarqua que Reed la regardait fréquemment dans le rétroviseur. Chaque fois qu'elle levait les yeux, son regard se reportait sur la route. Elle ne savait pas s'il la regardait, elle ou le sac bleu posé sur ses genoux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez Margaret à North Austin, le soulagement était palpable. Reed s'arrêta au bord du trottoir et gara le camion. Nous y sommes. Sain et sauf, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Merci encore, répondit Margaret d'une voix soigneusement neutre en ouvrant la porte. Pour tout. Avec plaisir, dit Reed d'une voix douce. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autre chose. Je suis dans le carnet, Reed Carraway. Doris était déjà sortie de la banquette arrière et attendait sur le trottoir. Margaret la rejoignit et, ensemble, elles regardèrent le camion de Reed disparaître au coin de la rue. Sans un mot, ils remontèrent précipitamment l'allée menant à la maison. Les mains de Margaret tremblaient lorsqu'elle déverrouilla la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, elle la verrouilla fermement derrière eux, faisant glisser le peine dormant. Tu as entendu ce qu'il a dit dans la voiture, chuchota aussitôt Doris, la voix basse malgré leur solitude. À propos des dents de Lucia? Et du t-shirt arc-en-ciel? Margaret hocha la tête et s'enfonça dans la chaise la plus proche, le sac à main bleu toujours serré fermement dans ses mains. Il n'aurait pas pu voir ces détails en jetant un simple coup d'œil à la photo en conduisant. Doris se pencha en avant, les yeux écarquillés et fixes. Margaret, est-il possible que Reed ait connu Lucia? Ou Jim? Qu'il cache quelque chose? Maman, c'est une terrible accusation, dit Margaret doucement, mais sa voix manquait de conviction. Nous n'avons aucune preuve. Peut-être qu'il a la vue perçante, certaines personnes ont une mémoire photographique. Ils se turent tous les deux. Margaret fixa le sac à main, le retournant dans ses mains. Si c'était vraiment le sac à main de Lucia, il y aurait son nom dessus, murmura-t-elle lentement. Tu te souviens? J'écrivais son nom au marqueur indélébile sur toutes ses affaires, pour éviter qu'elle ne soit mélangée avec celle de ses amis. Je m'en souviens, acquiesça Doris, son expression toujours troublée. Elle était tellement en colère quand j'ai voulu écrire son nom sur ce sac à main, continua Margaret, un sourire lointain effleurant ses lèvres à se souvenir. Alors on a trouvé un compromis. On a collé un autocollant à l'intérieur pour l'identifier. Elle leva les yeux, ses yeux rencontrant ceux de sa mère. De plus, ce style de sac était populaire à l'époque. Je lui ai acheté le pack d'accessoires Barbie Mattel original en édition limitée.
On a vu d'autres enfants de son âge porter des sacs similaires, mais de couleurs différentes. Même d'autres marques ont copié ce style et les ont vendus dans les grands magasins. Doris hocha la tête mais resta mal à l'aise. Quand même, ça fait beaucoup de coïncidences, tu ne trouves pas? Margaret se tut à nouveau, ses doigts parcourant les coutures du sac. La matière lui semblait parfaite, exactement comme celle du sac de Lucia. Son pouce effleura la petite étiquette blanche à l'intérieur, dont l'impression s'était mystérieusement estompée. « Allons chez un antiquaire », dit soudain Doris d'une voix ferme. « Qu'un expert examine le sac. Si c'est vraiment une pièce vintage des années 80, il pourra nous le dire. Et si c'est le cas, on ira voir la police. » Margaret y réfléchit un instant, puis hocha la tête avec détermination. « Tu as raison. Demandons l'avis d'un expert. Si cela fait vraiment partie de la collection en édition limitée de Mattel, quelqu'un qui connaît les objets vintage pourrait le confirmer. » Elle se leva de sa chaise, le sac à main toujours à la main. « Je vais chercher les clés de la voiture, » dit Margaret d'une voix plus forte. « Il y a ce magasin d'antiquités sur Burnett Road. Si on se dépêche, on peut y arriver avant la fermeture. » Doris se leva également, son épuisement antérieur oublié. « Allons-y. Il faut savoir à quoi on a affaire. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Margaret serrait fermement son sac à main bleu. Sa berline quitta l'allée, glissant dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Elle serrait le volant, les jointures blanches, tandis que Doris était assise tranquillement à côté d'elle, le sac à main reposant sur ses genoux comme un fragile fragment du passé. « Burnett antique devrait encore être ouvert », murmura Margaret en consultant sa montre. Monsieur Keller a toujours été un expert en objets de collection vintage. La circulation était modérée pendant qu'elle traversait la ville. Aucune des deux femmes ne parlait beaucoup. Le poids des découvertes de la journée pesait lourdement sur elle, d'abord la Cadillac écrasée, et maintenant ce sac à main qui ressemblait tant à celui de Lucia. « Tu crois vraiment que ça pourrait être le sac de Lucia » demanda doucement Doris en caressant la bordure blanche du bout des doigts. Margaret gardait les yeux fixés sur la route. « Je ne sais plus quoi penser, maman. Si c'était à Lucia, et que Reed mentait, pourquoi l'aurait-il gardé toutes ces années ?» 20 minutes plus tard, ils arrivèrent sur le petit parking de Burnett Antique où une modeste boutique nichée entre une boulangerie et une quincaillerie. Une cloche en laiton tinta lorsqu'ils ouvrirent la porte. Un parfum familier de vieux livres, de cèdre et de cire à meubles les enveloppa. La boutique était encombrée mais chaleureuse. Des vitrines brillaient sous une lumière tamisée, présentant bijoux, poupées en porcelaine et petits objets de collection. De plus grands meubles étaient disposés discrètement le long des murs. Un homme d'une soixantaine d'années leva les yeux de derrière le comptoir, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Madame Elbrook. Madame Barrett. Quelle agréable surprise. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, mesdames ?» « Bonjour, monsieur Keller », le salua Margaret. « Nous espérions que vous pourriez nous parler de ce sac à main. » Elle fit un geste vers Doris, qui déposa soigneusement le sac bleu sur le comptoir. Monsieur Keller ajusta ses lunettes et les regarda. Pièce intéressante, accessoire pour enfants, vers le début des années 1980, si je ne me trompe pas. Il le retourna dans ses mains, examinant les coutures. Mais ce n'est pas vraiment ma spécialité. Je vais appeler Robert, du fond. Il est bien plus doué avec les objets de collection vintage. Monsieur Keller disparut par une porte à rideaux, et revint quelques instants plus tard accompagné d'un homme plus jeune, la quarantaine. Ses cheveux poivre et sel encadraient un visage pensif derrière des lunettes à monture métallique. « Voici Robert K », expliqua Monsieur Keller. « C'est notre spécialiste des jouets et objets de collection vintage. Sa femme est une grande collectionneuse de Barbie, si quelqu'un peut l'identifier correctement, c'est bien lui. » Mesdames, les salua poliment Robert. « Voyons ce que vous avez apporté. » Il porta le sac à main vers un coin plus éclairé du comptoir. D'une main experte, il examina le tissu, les coutures et la quincaillerie du fermoir. Il l'ouvrit avec précaution, passant ses doigts le long des coutures intérieures. « Puis-je vous demander ce que vous aimeriez savoir précisément sur cet objet » demanda-t-il en levant les yeux. « Nous aimerions confirmer s'il s'agit d'un produit Mattel original de leur gamme d'accessoires Barbie en édition limitée du début des années 1980, a expliqué Margaret, et si possible, l'année exacte de sa fabrication. » Robert hocha la tête et reprit son examen attentif. Il sortit une loupe de bijoutier de sa poche et se pencha vers lui.
La qualité du vinyle et des coutures est conforme aux standards de production de Mattel de l'époque, murmura-t-il. Cette nuance de bleu faisait partie de leur collection Barbie World, si je me souviens bien. Il a ensuite vérifié la fermeture éclair et le matériel. La tirette de la fermeture éclair a la forme caractéristique de Mattel de cette époque. Prenant son téléphone, il ajouta. « Laisse-moi appeler ma femme rapidement. Elle connaîtra les détails. » Alors que Robert s'éloignait pour passer l'appel, Margaret et Doris échangèrent des regards pleins d'espoir. « Il semble penser que c'est authentique, » murmura Doris. « Ça ne prouve pas que c'était celui de Lucia, » avertit doucement Margaret. « Juste que c'est au bon moment. » Robert est revenu quelques minutes plus tard, posant son téléphone sur le comptoir. « Ma femme confirme, il s'agit très certainement de la collection d'accessoires Barbie de Mattel. Plus précisément, de leur édition limitée de 1983 à 1984. Cette nuance de bleu n'a été produite que pendant environ 8 mois. » Il s'arrêta, fronçant légèrement les sourcils tandis qu'il examinait l'étiquette intérieure. « C'est intéressant, dit-il. L'étiquette d'identification a été trafiquée. » Trafiquée ? Margaret se pencha, le cœur battant. Robert hocha la tête en pointant du doigt avec un stylo. « Tu vois comme le tissu est froncé ici ? Et cette décoloration ? » Il indiqua plusieurs taches décolorées sur le petit ruban blanc. Il semble que quelqu'un ait délibérément retiré l'impression, probablement en utilisant une sorte de traitement thermique, probablement quelque chose d'aussi ordinaire qu'un fer à repasser domestique. Il tourna l'étiquette vers la lumière. On voit encore l'emplacement de l'encre. La chaleur a affaibli et plastifié la surface de l'étiquette. Elle ne sent plus le polyester brûlé, mais les dommages sont caractéristiques d'une application de chaleur. Il a pointé du doigt le tissu environnant. Il y a aussi une légère usure physique, des signes d'usure sur la doublure autour de l'étiquette, également compatible avec un traitement thermique. Quelqu'un a délibérément tenté de supprimer les informations d'identification imprimées ici. Le cœur de Margaret battait fort. Seraient-ce dû disparaître naturellement avec le temps, demanda-t-elle d'une voix à peine assurée. Robert secoua la tête. Non. C'est intentionnel. La décoloration naturelle affecterait toute l'étiquette de manière uniforme. Cela montre des dommages concentrés, notamment là où l'impression aurait dû se trouver. Il les regarda avec curiosité. Si vous permettez que je vous pose la question, pourquoi ce sac est-il si important ? Margaret hésita, puis décida de dire une partie de la vérité. Il ressemble beaucoup à celui que ma fille avait il y a de nombreuses années. J'étais curieuse de savoir s'il pouvait s'agir du même modèle. Robert hocha la tête, apparemment satisfait. Eh bien, je peux vous dire avec certitude qu'il s'agit d'un produit Mattel original de leur gamme 1983 à 1984. Ma femme se fera un plaisir de vous donner plus de détails si vous souhaitez me l'apporter lors de sa visite. Merci, dit Margaret d'une voix légèrement tremblante. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Robert lui rendit prudemment le sac. Y a-t-il autre chose que tu aimerais savoir à ce sujet ? Non, c'est tout ce dont nous avions besoin, répondit Doris en attrapant son sac à main. Que vous devons-nous pour votre temps ? Robert balaya la suggestion d'un revers de la main. Rien du tout. Toujours ravi d'aider à identifier une pièce vintage. Ils remercièrent les deux hommes et retournèrent à la voiture. Une fois à l'intérieur, porte fermée, Doris se tourna vers Margaret, l'air grave. Margaret, quelqu'un a délibérément retiré la pièce d'identité de ce sac, dit-elle doucement. Margaret fixait le sac à main posé sur ses genoux, ses doigts traçant le contour de l'étiquette abîmée par la chaleur. Je sais. Il faut porter l'affaire à la police, dit Doris fermement. Ils doivent être informés du lien entre Reed, la voiture de Jim et ce sac. Margaret hocha lentement la tête. Tu as raison. Même si ce n'est pas celui de Lucia, même si la fille de Reed l'a vraiment accepté d'une camarade de classe, la police devrait le savoir. Elle démarra la voiture, les mains plus assurées maintenant qu'ils avaient un plan. On va directement au commissariat. L'inspecteur Reyes devrait encore y être. Alors qu'ils quittaient le parking, le sac bleu reposait entre eux. L'esprit de Margaret se remplissait de questions sur Reed Carraway et son lien possible avec la disparition de sa famille, des questions auxquelles elle espérait que la police pourrait enfin apporter des réponses. Il n'avait parcouru que quelques pâtés de maison depuis le magasin d'antiquités lorsque Margaret remarqua que le voyant de frein s'allumait sur le tableau de bord. La voiture se mit à trembler légèrement et elle fronça les sourcils.
C'est étrange, murmura-t-elle en tapotant la pédale de frein pour tester son efficacité. La réaction lui parut lente. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Doris en levant les yeux du sac à main qu'elle examinait. Je ne sais pas, le feu stop vient de s'allumer, répondit Margaret, mal à l'aise. Elle appuya de nouveau sur la pédale, et cette fois, elle s'enfonça presque jusqu'au plancher. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas. La voiture commença à perdre de la puissance à l'approche d'une intersection. Margaret mit rapidement son clignotant et se rangea sur le bord de la route avant que le véhicule ne cale complètement. Elle passa la vitesse en position de stationnement, coupa le contact et tenta de redémarrer le moteur. Il a crachoté mais n'a pas fonctionné. Cela n'est jamais arrivé auparavant, dit Margaret, déconcertée. Elle sortit de la voiture, se dirigea vers l'avant et souleva le capot. Il n'y avait pas de vapeur, rien d'anormal à son œil non averti, mais quelque chose de grave s'était produit. On appelle une dépanneuse, demanda Doris en la rejoignant près du moteur. Je suppose qu'il le faudra, répondit Margaret en attrapant son téléphone. Autant pour le commissariat ce soir. Juste au moment où elle s'apprêtait à composer le numéro, une camionnette s'est arrêtée derrière eux. L'estomac de Margaret se serra. Reed Carraway sortit du côté conducteur. Un deuxième homme, plus grand et plus lourd, émergea par la portière passager. Margaret? Doris, appela Reed en s'approchant, l'inquiétude gravée sur le visage. Tout va bien? Je passais juste devant et je t'ai vu arrêter. Margaret força un sourire, même si un malaise la tenaillait. Quelle coïncidence! On a un problème de voiture, le feu stop s'est allumé, et la voiture a perdu de la puissance. Reed et son compagnon se sont déplacés vers l'avant de la voiture, regardant sous le capot. Voici mon pote Jason, dit Reed en désignant l'autre homme. Il est plutôt doué en bagnole. Jason leur fit un signe de tête avant de se pencher sur le moteur, fouillant avec ses mains expérimentées. Que s'est-il passé exactement? Margaret répéta les symptômes pendant que Jason vérifiait divers composants. Après quelques minutes, il se redressa et s'essuya les mains sur son jean. On dirait que ta conduite de frein fuit, dit-il. Et ça a peut-être aussi affecté ta transmission. Ce n'est pas prudent de conduire comme ça. Peux-tu le réparer ici? Demanda Margaret avec espoir. Jason secoua la tête. Non, il faut des outils adaptés. Et des pièces aussi, probablement. Reed s'avança. Où allais-tu? On pourrait peut-être te déposer. En fait, nous allions au poste de police, dit Doris, serrant plus fort son sac à main. Le commissariat? Reed haussa les sourcils. Tout va bien? Oui, juste un petit mot sur la voiture de Jim, dit Margaret, prudemment vague, réticente à mentionner le sac à main. Eh bien, je peux appeler une dépanneuse et amener ta voiture à la casse, proposa Reed d'une voix douce. On a tous les outils là-bas. Je peux la réparer. Et c'est probablement moins cher qu'un garage classique. C'est très gentil, commença Margaret, mais Doris l'interrompit fermement. J'aimerais d'abord aller au commissariat. On s'occupera de la voiture ensuite. Reed et Jason échangèrent un rapide regard, presque trop rapide pour qu'ils le remarquent. Maman, dit Margaret doucement en touchant le bras de Doris, il serait peut-être plus judicieux de s'occuper de la voiture d'abord. On peut toujours appeler l'inspecteur Reyes de la casse si besoin. Margaret a raison, ajouta Reed avec aisance. Inutile de laisser la voiture ici toute la nuit. Avant qu'il ne puisse protester, Reed a sorti son téléphone et a passé un appel. Ils seront là dans une dizaine de minutes, a-t-il annoncé après une brève conversation. Les minutes qui suivirent se passèrent dans un silence inconfortable. Margaret sentait la désapprobation de Doris irradier en elle. Elle comprenait le malaise croissant de sa mère. Oui, le timing était étrange, les coïncidences troublantes, mais Reed n'avait été d'aucune aide depuis leur rencontre. Peut-être qu'il pourrait même expliquer l'histoire du sac à la police. La dépanneuse est arrivée pile à l'heure. Le conducteur, un homme costaud aux avant-bras tatoués, parlait à peine en attelant la voiture. Tout est prêt, dit Reed tandis que la dépanneuse s'éloignait avec la berline de Margaret. Mesdames, vous pouvez nous accompagner à la casse. On va réparer cette voiture en un rien de temps. Margaret et Doris hésitaient près du camion de Reed. Doris s'attarda, les yeux plissés, examinant la plaque d'immatriculation. Tu viens, appela Reed, déjà assis au volant, Jason à ses côtés. Oui, bien sûr, répondit Margaret en ouvrant la portière passager.
Doris resta figée, fixant toujours l'assiette. « Maman » appela doucement Margaret. Visiblement réticente, Doris s'approcha enfin du camion. En grimpant à l'arrière, elle se pencha et murmura à l'oreille de Margaret, d'une voix à peine audible. « Je n'aime pas ça. J'ai un mauvais pressentiment. On aurait dû appeler la police. » Margaret tapota la main de sa mère pour la rassurer, mais une lueur de doute s'alluma dans sa poitrine. Pourquoi Reed était-il apparu si opportunément, juste au moment où leur voiture tombait en panne? Pourquoi insistait-il tant pour les emmener à la casse? Son cœur battait fort. En fait, Reed, j'ai changé d'avis, dit-elle d'un ton détaché. Ce serait plus pratique si tu pouvais nous déposer au commissariat plutôt qu'à la casse. Bien sûr, dit Reed d'une voix douce. Mais à mesure qu'il parcourait les rues, le malaise de Margaret s'accentua. Elle remarqua Doris penchée sur la banquette arrière, les mains cachées. Il lui fallut un instant pour comprendre que sa mère envoyait des textos en cachette, cachant l'écran. Au bout d'une quinzaine de minutes, Margaret fronça les sourcils. Les rues dehors lui étaient inconnues. Reed, ça ne semble pas être le chemin pour aller au poste de police. Je prends un raccourci, répondit-il, son regard s'éloignant du sien dans le rétroviseur. Il y a moins de circulation par ici. Jason, resté silencieux jusque-là, se retourna pour les regarder. Son expression s'était durcie, il ne restait plus aucune trace de sa gentillesse passée. Reed, dit Doris sèchement. Où nous emmènes-tu? Ce n'est pas le bon chemin. Les mains de Reed se resserrèrent sur le volant, ses jointures blanchissant. Changement de plan, dit-il froidement. Margaret sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Au lieu de répondre, Reed, dont elle comprit alors que son vrai nom était Jason, passa la main sous son siège et en sortit un petit pistolet. Un silencieux était fixé au canon. Dans le même mouvement, il a sorti 2 paires de menottes. Mettez-les, ordonna-t-il en tendant les menottes métalliques vers Margaret et Doris. Toutes les 2. Maintenant. Margaret regarda l'arme avec incrédulité et stupéfaction. Reed, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Souffla-t-elle, la voix tremblante. Mettez. Les menottes, répéta Jason, d'une voix plus froide, plus aiguë cette fois. Alors qu'elle hésitait, son soudain accès de rage fit tressaillir les 2 femmes. Maintenant, aboya-t-il. Mets-les, ou je tire. La fureur dans sa voix était terrifiante. Les mains tremblantes, Margaret obéit, enroulant une extrémité de l'acier froid autour de son poignet droit, puis l'autre autour de son poignet gauche. À côté d'elle, Doris fit de même, les mains tremblantes de terreur. Jason tendit la main brusquement vers l'arrière et vérifia les menottes, s'assurant qu'elles étaient bien serrées. Satisfait, il sortit 2 mouchoirs en boule de sa poche et en fourra un dans la bouche de Margaret, l'autre dans celle de Doris. Ce sac bleu, murmura Jason en l'arrachant des genoux de Doris. Il n'est plus à toi. D'une forte poussée, il a forcé Margaret à s'allonger sur le plancher du camion tandis que Doris était poussée sur le côté sur le siège arrière. Dans le rétroviseur, le regard de Reed croisa celui de Margaret. Le masque amical avait disparu, remplacé par quelque chose de froid, de mort et de totalement méconnaissable. « Tais-toi, dit-il d'un ton glacial, ou tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. » Le camion continua sa route, le paysage extérieur devenant plus rural, plus désolé. Le cœur de Margaret battait fort, la terreur lui submergeait l'esprit. Le sac à main bleu. Ce qu'il contenait valait la peine d'être kidnappé. De les réduire au silence à jamais. Quelque part dans ce cauchemar se trouvait la vérité sur Lucia et Jim. Dans sa panique, Margaret croisa le regard de sa mère. L'expression de Doris changea subtilement, elle avait réussi à envoyer un SMS. Il y avait encore de l'espoir. Reed s'engagea sur un étroit chemin de terre. Les arbres les encerclaient de près, les derniers vestiges de civilisation disparaissant derrière eux. Margaret ferma brièvement les yeux, son cœur battant la chamade tandis qu'elle priait en silence, « S'il vous plaît, laissez quelqu'un nous trouver avant qu'il ne soit trop tard. » Le chemin de terre serpentait sur des kilomètres à travers une dense forêt de cèdres avant de déboucher sur une vaste clairière. Dans la lumière déclinante du début de soirée, Margaret aperçut une ferme en ruine, dont la peinture blanche s'écaillait et le porche s'affaissait. À côté se trouvait une caravane délabrée, dont le revêtement autrefois blanc était maintenant maculé de crasse. La propriété entière semblait abandonnée, sans vie, à l'exception de la caravane,
qui oscillait violemment, comme si quelqu'un à l'intérieur se débattait ou faisait les 100 pas. Reed a arrêté le camion à environ 50 mètres de la maison et a coupé le moteur. Jason garda l'arme pointée sur eux tandis que Reed ouvrait la porte arrière. « Sors !» aboya-t-il en tirant brutalement Margaret sur ses pieds. Doris les suivit, les jambes faibles et tremblantes après ce trajet exigu. Les mains menottées et les bâillons toujours en place, les femmes étaient impuissantes tandis qu'on les conduisait vers la maison. En passant devant la caravane qui basculait, Margaret eut la chair de poule. Reed donna un coup de coude à Jason et esquissa un sourire narquois. « On dirait que le patron s'amuse bien là-dedans », ricana-t-il en désignant la caravane d'un signe de tête. Jason rit. « Ouais, on ferait mieux d'attendre qu'il ait fini avant de lui refaire un mal de tête. » Il poussa Margaret violemment. Ces deux-là vont être un vrai casse-tête. Ils atteignirent la ferme et gravirent les marches pourries du porche. La porte d'entrée grinça, révélant un intérieur sombre et encombré. L'air sentait le moisi, la cigarette et quelque chose de pourri. Ils furent poussés dans un couloir jusqu'à ce qui ressemblait à un bureau improvisé. Un bureau poussiéreux, avec un vieil ordinateur et un téléphone, trônait dans un coin. Des classeurs bordaient le mur du fond. Un homme âgé aux cheveux grisonnants était assis près de la fenêtre, un journal posé sur ses genoux. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, son visage ridé et indéchiffrable. « Surveille-les tous les deux », lui ordonna Reed, tandis que Jason retirait les bâillons de Margaret et Doris. « On va manger quelque chose avant que le patron ait fini. » L'homme le plus âgé hocha la tête en silence, mettant son papier de côté. « Ne parle pas aux prisonniers », ajouta Jason sèchement. « Comme d'habitude. » Reed sortit une lourde chaîne de sa poche et s'en servit pour attacher les menottes de Margaret et Doris à un vieux radiateur métallique dans un coin. Satisfaits, les deux hommes partirent en refermant la porte derrière eux. La pièce tomba dans un silence tendu et étouffant. Margaret ne perdit pas de temps. « S'il vous plaît », supplia-t-elle le vieil homme. « Aidez-nous. Nous n'avons rien fait de mal. »« Ma fille est l'inspectrice de police », ajouta Doris, désespérée. « Elle nous trouvera. Si vous nous aidez maintenant, ils seront plus indulgents avec vous. » L'homme resta assis, silencieux, faisant semblant de lire mais sans tourner une seule page. « S'il vous plaît », la voix de Margaret se brisa. « Nous essayons simplement de retrouver ma fille et mon mari. Ils ont disparu il y a 16 ans. Ma petite fille. Lucia. S'il vous plaît. » Pendant de longues minutes, ils ont plaidé, leur voix brisée par le désespoir. Mais l'homme les ignora, jetant seulement de temps en temps un regard nerveux vers la porte. Finalement, après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit à nouveau en grinçant. L'homme se tendit et se releva. Mais ce n'était pas Reed ou Jason. C'était juste lui. L'homme le plus âgé traversa rapidement la pièce, son expression tendue par l'urgence. « Tais-toi », siffla-t-il d'une voix basse et rauque. « Ou ils te feront du mal. Tu ne sais pas de quoi ils sont capables. » « S'il vous plaît », murmura Doris d'une voix douce mais désespérée. « Je suis Doris Barrett. Voici ma fille, Margaret Albrook. Nous recherchons ma petite fille, Lucia Albrook. Elle n'avait que 8 ans lorsqu'elle a disparu avec son père, il y a 16 ans. Si elle est ici, s'il vous plaît, dites-le nous. » Le regard dur de l'homme les observait. Son visage buriné se crispait, marqué par un conflit intérieur. Puis, jetant un coup d'œil vers le couloir pour s'assurer qu'ils étaient toujours seuls, son expression s'adoucit, à peine. « Ici, on l'appelle Samantha », murmura-t-il. « Mais je savais qu'elle s'appelait Lucia, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait avant de changer de nom il y a 4 ans. » Margaret halta, ses genoux faillir. « Elle est là », s'étrangla-t-elle. « Ma Lucia est là. » L'homme hocha la tête. « Parle moins fort », prévint-il. « S'il vous plaît », supplia Margaret, les larmes lui brouillant la vue. « S'il vous plaît, aidez-nous. Vous n'êtes pas comme eux. Je le vois dans vos yeux. S'il vous plaît. » La mâchoire de l'homme se crispa. « Je peux être un homme bon, même si je suis mort, » dit-il d'un ton sombre. « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. De toute façon, nos années sont courtes, » dit doucement Doris, le regard fixe. « Nous devons tous répondre de nos actes. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous tant que vous le pouvez encore. » Quelque chose vacillait derrière ses yeux du remords, peut-être. Et puis, finalement, avec un profond soupir comme s'il décidait de son sort,
il sortit un téléphone portable de sa poche. Pour Samantha, murmura-t-il, comme pour se rappeler pourquoi. Ses mains tremblaient tandis qu'il composait rapidement le 911, murmurait l'emplacement de la ferme et raccrochait. Il glissa le téléphone dans sa poche juste au moment où la porte s'ouvrait à nouveau. 3 hommes entrèrent, Reed, Jason et un homme grand et musclé, vêtu seulement d'un débardeur blanc taché et d'un caleçon. Ses jambes nues étaient couvertes de poils épais, et ses bras étaient couverts de tatouages délavés. Margaret sentit la bile lui monter à la gorge. Elle n'avait pas besoin de demander, c'était le patron. « Que fais-tu ici, Micah » grogna l'homme d'une voix grave et rauque, troublante. « Tu n'es pas censé être avec les prisonniers. » Le vieil homme, Micah, recula, le visage blême. « Ils étaient bruyants, mon frère. Je leur disais juste de se taire. C'est tout. » Les yeux du patron se plissèrent. « Fouillez-le » aboya-t-il à Reed et Jason. « Si vous trouvez quelque chose, occupez-vous de lui. » Reed hocha la tête. « Oui, patron. » Micah et Reed ont quitté la pièce, laissant Margaret et Doris seuls avec Jason et le patron. Le grand homme s'avança, ses yeux parcourant le paysage d'une manière qui fit dresser les cheveux sur la tête de Margaret. « Alors, dit-il d'une voix épaisse et menaçante, Reed me dit que tu es là pour Samantha. » Il tendit la main, toucha les cheveux de Margaret, puis se pencha et inhala son odeur. « J'aime aussi les femmes plus âgées, murmura-t-il sombrement, pas seulement les jeunes. » Margaret recula de dégoût, les menottes claquant contre le radiateur. « Rendez-la nous, exigea-t-elle, la voix tremblante mais provocante. Rassemblant un courage qu'elle ne savait pas avoir. Le patron rit, un rire profond et dérangeant qui fit frissonner Margaret. « C'est impossible, ricana-t-il. Mais je vais te dire ce que je peux faire. » Il se tourna vers Jason. « Fais-les entrer. » Jason hocha la tête et quitta la pièce, revenant quelques instants plus tard avec 3 femmes. Elles semblaient avoir une vingtaine d'années, toutes de corpulence similaire et de longs cheveux bruns. Elles se tenaient debout, la tête baissée, sans croiser le regard de qui que ce soit. « Voici le jeu » annonça le patron, savourant visiblement chaque seconde. « Choisissez laquelle est Samantha. Interdiction de discuter. Vous devez tous les deux pointer du doigt en même temps. Si vous avez tous les deux raison, je vous laisse la voir. Juste la voir, remarquez. » Il sourit, révélant des dents jaunies qui brillaient dans la faible lumière. Margaret et Doris fixaient les 3 femmes, désespérées. Elles avaient toutes les mêmes cheveux bruns et longs que ceux de Lucia. Mais c'étaient des femmes adultes, pas la fillette de 8 ans que Margaret avait vue pour la dernière fois. Le cœur de Margaret battait fort tandis qu'elle scrutait leur visage à la recherche de la trace de la fille qu'elle avait aimée et perdue. Puis son souffle se coupa. La femme qui se tenait légèrement à gauche avait une petite cicatrice près de son sourcil droit, la même cicatrice que Lucia avait eue lorsqu'elle était tombée de son vélo à 6 ans. Le cœur de Margaret battait fort. Ses mains menottées tremblaient tandis qu'elle levait lentement un doigt. « 1, 2, 3, point » aboya le patron. Margaret et Doris ont toutes deux pointé du doigt la même femme, celle avec la cicatrice. Le patron éclata de rire. « Eh bien, je suis damné. On peut vraiment se distinguer, non ?» Il fit un geste vers les 2 autres femmes, emmenez-les toutes les 2. Jason a rapidement conduit les autres femmes dehors, laissant le patron, Margaret, Doris et la femme qu'ils avaient identifiée, Lucia. Samantha, seule. « Lucia » murmura Margaret, la voix brisée, le cœur brisé à nouveau. « Ma chérie, c'est vraiment toi. » La jeune femme ne répondit pas. Elle ne leva même pas les yeux. Son visage était impassible. Son regard était lointain. Vide. Comme si l'étincelle qui l'avait habité s'était éteinte depuis longtemps. « Maintenant, place aux choses sérieuses » gronda le patron d'une voix cruelle et rauque. « Samantha, déshabille-toi. » Margaret et Doris haltèrent d'horreur. « Non » s'écria Margaret. « S'il vous plaît, ne lui faites pas ça. Laissez-la tranquille. » « Arrêtez » ajouta Doris, la voix tremblante de fureur et de peur. Le patron les ignora. Son regard froid resta fixé sur Samantha. « J'ai dit déshabille-toi. Maintenant. » À la grande horreur de Margaret, Samantha commença à obéir. Ses mouvements étaient mécaniques, sans vie. Son visage restait impassible. Il n'y avait aucune résistance. Aucune émotion. Comme si elle avait déjà agi ainsi d'innombrables fois.
C'est ça, l'encouragea le patron, puis il leva soudain la main. Attends. J'ai une meilleure idée. Il se tourna vers Margaret avec un sourire maladif. Plus de saveurs seraient les bienvenues. Il l'attrapa brutalement, détacha la chaîne du radiateur mais laissa ses menottes. La traînant au centre de la pièce, il la plaça entre Doris et Samantha. J'aime aussi les femmes plus âgées, dit-il d'un air lubrique, passant un doigt épais et sale sur la joue de Margaret. Samantha, déshabille-la pour moi. Non, haleta Margaret, la voix s'élevant de désespoir. Elle croisa le regard de la jeune femme, impassible. Lucia, je t'en prie. Je suis ta mère. Je t'en prie. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans les yeux de Samantha. Un tremblement. L'ombre d'une reconnaissance. Mais son expression resta figée tandis qu'elle faisait un pas hésitant vers Margaret. Margaret tenta de se dégager, la panique lui serrant la gorge. Mais le patron la retint facilement. J'aime jouer avec mes proies avant de les consommer, siffla-t-il en riant tandis qu'elle se débattait. D'un geste soudain et violent, il déchira le chemisier de Margaret à l'épaule, exposant sa peau. Margaret hurla non pas de douleur, mais de terreur tandis que ses mains parcouraient son corps impuissant. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Patron. La police est dehors. La voix de Reed résonna, paniqué, tandis qu'il titubait dans la pièce, le visage blême. Le patron se figea, son expression passant instantanément de la convoitise à la fureur. Il repoussa Margaret et attrapa Samantha par le bras. Comment diable nous ont-ils trouvés, grogna-t-il. Ils ont encerclé l'endroit, balbutia Reed. Il n'y a aucune issue. Le patron jura sauvagement, arrachant l'arme de la ceinture de Reed. Alors je le ferai moi-même. Il se retourna, pointant l'arme directement sur Margaret, qui restait figée, essoufflée, incapable de bouger. Avant qu'il puisse appuyer sur la gâchette, la porte s'ouvrit à nouveau et Micah se précipita à l'intérieur, se jetant devant Margaret. 2 coups de feu ont retenti. Micah s'est effondré sur le sol, du sang coulant de sa poitrine. Le patron leva à nouveau son arme, mais elle fit un bruit de cliquetis vide. Bon sang, rugit-il en jetant l'arme de côté. Donne-m'en une autre. Avant que quiconque puisse réagir, le bruit du bois qui éclatait et les ordres criés remplissaient la ferme. Police. Lâchez vos armes. Des officiers armés affluèrent, armes au poing. Reed leva aussitôt les mains. Jason le suivit, se rendant sans un mot. Mais le chef, le regard hagard, se précipita sur l'officier le plus proche. Un coup de feu claqua dans l'air. Le patron tituba, se tenant la cuisse là où la balle l'avait touché. Il n'est pas tombé. Au lieu de cela, il rit d'un rire hideux et brisé. Tu sais combien de balles j'ai reçues dans ma vie, railla-t-il, le sang coulant entre ses doigts. Un autre coup de feu. Celui-ci l'atteignit à l'épaule. Cette fois, le patron tomba à genoux, haletant, toujours provocateur, toujours rongé par la haine. Les policiers sont intervenus rapidement, ont sécurisé les lieux et ont menotté Reed, Jason et le patron. Les ambulanciers se sont précipités auprès de Micah. Margaret, libérée de ses menottes par une policière, trébucha en avant. Son regard se fixa sur Samantha ou Lucia qui restait immobile, le regard vide, le visage impassible. Lucia, murmura Margaret en touchant le visage froid et inexpressif de sa fille. C'est moi. C'est maman. Il n'y eut aucune réponse. Pas de scintillement. Aucune reconnaissance. Quelles que soient les horreurs que Lucia avait endurées au cours de ces 16 années perdues, elles avaient laissé de profondes cicatrices, certaines invisibles, mais non moins dévastatrices. Doris, également libérée, s'approcha de Margaret. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle contemplait sa petite fille. Nous l'avons retrouvée, Margaret, sanglota-t-elle. Nous l'avons enfin retrouvée. Alors que les ambulanciers stabilisaient Micah et que les officiers conduisaient les hommes capturés hors de la ferme, Margaret tenait sa fille près d'elle, silencieuse, tremblante, jurant de tout son être qu'elle aiderait Lucia à retrouver son chemin hors de l'obscurité. À l'extérieur, les lumières clignotantes des voitures de police et des ambulances peignaient la nuit d'un rouge et d'un bleu étrange. Les policiers ont investi la propriété pour recueillir des preuves, tandis que les ambulanciers s'occupaient des blessés. Margaret a regardé, hébété, Reed, Jason et le patron ensanglantés être poussés dans des voitures de patrouille. Reed gardait la tête baissée, évitant tout regard.
Le visage de Jason était impassible. Mais le patron, malgré ses blessures, riait toujours. Une ambulancière prit doucement le bras de Margaret. « Madame, nous devons vous faire examiner. » Margaret se laissa guider, ses yeux ne quittant jamais Samantha ou Lucia désormais enveloppées dans une épaisse couverture, assises immobiles sur une civière. « Vous avez une petite lacération à l'épaule, » dit doucement l'ambulancier en nettoyant la peau déchirée. « Il n'y a pas besoin de point de suture, mais on va la panser. » Margaret l'entendit à peine. Sa voix était un murmure. « Ma fille, va-t-elle bien ?» L'ambulancier suivit son regard. « Physiquement, elle ne semble pas blessée, » dit-elle prudemment. Mais elle ne réagit pas. Les médecins voudront examiner son état pour un traumatisme psychologique. Margaret hocha la tête, hébétée. Une couverture était drapée sur ses épaules. Doris, déjà examinée, s'approcha, le visage pâle mais déterminé. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle d'une voix tendue. Sous le choc, murmura Margaret, la gorge nouée. « Elle ne nous reconnaît pas. » Laisse-lui le temps, murmura Doris en serrant le bras de Margaret. Elle a traversé tant d'épreuves. Une soudaine agitation près de la ferme attira leur attention. Les ambulanciers se précipitèrent sur une civière vers une ambulance, Micah. Sa poitrine était trempée de sang, les sacs de perfusion étaient maintenus en hauteur tandis que les médecins travaillaient frénétiquement. « Il faut partir immédiatement » a crié un médecin. « Il a perdu beaucoup de sang. » Alors qu'il chargeait Micah dans l'ambulance, un jeune officier s'est approché de Margaret et Doris. « Les médecins veulent transporter votre fille à l'hôpital immédiatement, » expliqua-t-il doucement. « Elle doit être examinée par des spécialistes. » Margaret hocha la tête, sa main toujours posée doucement sur l'épaule recouverte d'une couverture de Lucia. Quoi qu'il en soit, il l'avait trouvée. Et elle ne la lâcherait pas. Ni maintenant, ni jamais. Ils ont également conseillé que vous soyez examinés plus en profondeur. Bien sûr, dit Margaret, les yeux toujours fixés sur l'ambulance de Micah alors que les portes se fermaient. Cet homme. Micah. Il m'a sauvé la vie. Va-t-il s'en sortir? L'expression de l'officier était soigneusement neutre. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour lui. Il est conscient et en bonne santé, selon les médecins. Alors qu'il se dirigeait vers l'ambulance où Lucia attendait, un autre ambulancier s'est approché d'eux. Avant de partir, dit-il, je voulais que vous sachiez que Micah a pu nous dire quelque chose pendant que nous le soignions. Il a dit s'appeler Micah Carroway, et que Reed Carroway était son fils. Margaret s'arrêta net. Son fils? Le paramédical hocha la tête. Il a aussi dit que Reed travaillait pour Charlie Carne, le grand gaillard en débardeur. Apparemment, Carne est le demi-frère de Micah. Doris secoua la tête avec incrédulité. Ce pauvre homme, son propre fils l'a abandonné pour un monstre. Nous devons y aller maintenant, a doucement insisté le paramédical, les guidant vers l'ambulance. Les détectives vous parleront à l'hôpital. Margaret et Doris montèrent dans l'ambulance à côté de Lucia, qui était assise immobile et sans réaction, les yeux fixés sur un point lointain et invisible. Alors que les portes se fermaient et que le véhicule commençait à bouger, Margaret tendit la main avec hésitation, le bout de ses doigts effleurant la main froide de sa fille. « Lucia » murmura-t-elle, la voix brisée. « Nous sommes là. Vous êtes en sécurité. » Il n'y eut aucune réponse. Pas même une lueur de reconnaissance dans ses yeux vides. Margaret échangea un regard inquiet avec Doris, qui tendit la main et lui serra l'épaule en signe de soutien. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans un flou, sirènes, lumière clignotante et fragments de souvenirs qui semblaient à la fois réels et irréels. À leur arrivée, elles ont été séparées. Lucia a été conduite dans une salle de soins pour une évaluation, tandis que Margaret et Doris ont été guidées vers une autre zone pour des examens plus approfondis. Lorsque les médecins les ont finalement autorisés à entrer, ils ont été conduits dans une salle de consultation calme pour attendre. Margaret s'affala sur une chaise, le poids de la journée s'abattant sur elle d'un seul coup. « Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons trouvé, » murmura-t-elle. « Après toutes ces années. »« Je sais, » dit doucement Doris, assise à côté d'elle. « C'est comme un miracle. » Mais elle a traversé tant d'épreuves, Margaret. Cet homme horrible? Margaret ferma les yeux, essayant de repousser les images, la ferme, la peur, les terribles vérités qu'ils venaient de découvrir. Ils restèrent assis dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin et que le détective Reyes entre.
Madame Albrook. Madame Barrett, les salua Théil d'une voix douce. Je suis heureux de vous voir tous les deux en bonne santé. Cette journée a été bouleversante pour tous. Avez-vous parlé à ma fille? Demanda immédiatement Margaret. Le détective Reyes secoua la tête. Les médecins sont encore en train de l'examiner. Elle est physiquement indemne, mais ils s'inquiètent de son état psychologique. Et Mika? Insista Doris. L'homme qui nous a sauvés? Il est en chirurgie, répondit le détective. Les médecins sont néanmoins optimistes. Les balles ont manqué des organes vitaux. Et les hommes qui nous ont enlevés? Demanda Margaret, la voix durcie. Reed et Charlie Carne, c'est ça? Le détective Reyes hocha la tête. Tous les trois sont en garde à vue. Nous avons récupéré le sac à main bleu comme preuve, et nous enquêtons sur le propriétaire de la casse pour déterminer s'il a un lien avec les activités de Reed. Est-ce que Reed ou Jason t'ont dit quelque chose? Demanda Doris avec urgence. À propos de Jim et Lucia? À propos de ce qui s'est passé il y a 16 ans. Nous sommes encore en train de rassembler les pièces du puzzle, a déclaré prudemment le détective Reyes. Mais nous avons immédiatement reconnu Charlie Carne. C'est un tueur en série recherché. Il échappe à la capture depuis des décennies. Il erre d'un endroit à l'autre, sous différents pseudonymes. Il manipule les gens. Il leur fait du mal, pour son propre divertissement. Elle hésita, sa voix baissant. Il garde souvent les jeunes femmes, en les contrôlant par l'intimidation et les abus avant d'eux. Margaret se sentait malade jusqu'au plus profond d'elle-même, les mots blessant plus profondément que n'importe quelle blessure. Comment Charlie a-t-il croisé Jim et Lucia? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible mais désespérée de connaître la vérité. Reed a été coopératif depuis son arrestation, expliqua doucement l'inspectrice morale en rejoignant Reyes. Il a dit que son heure était enfin arrivée, qu'il pensait presque qu'ils étaient invisibles, intouchables. Elle jeta un coup d'œil à ses notes. Reed avait 10 ans quand c'est arrivé. Il était avec Charlie, son oncle par alliance, qu'il idolâtrait. Charlie se présentait comme une figure masculine forte, contrairement à son propre père, Mika, que Reed considérait comme faible. Les mains de Margaret se crispèrent sur ses genoux. Ils étaient près de Marble Falls quand ils ont vu la Cadillac de votre mari, continua doucement Morale. Ils ont fait semblant d'être des autostoppeurs en quête d'aide. Jim s'est arrêté. Il leur a proposé de les déposer. Charlie a prétendu que Reed était malade et qu'ils étaient bloqués. Elle déglutit difficilement. Jim les a même hébergés dans une chambre de motel attenante cette nuit-là. C'était le genre de gentillesse qui le caractérisait. Margaret pressa une main tremblante contre sa bouche, les larmes inondant ses yeux. Cette nuit-là, poursuivit doucement l'inspecteur, Charlie a drogué la boisson de Jim après leur dîner. Une fois Lucia endormi, il a étranglé Jim dans la salle de bain du motel. Doris laissa échapper un léger cri d'angoisse. Margaret lui prit la main et la serra fermement. Charlie a mis en scène la scène pour faire croire que Jim était parti volontairement. Il a dit à Lucia que son père était blessé, qu'il était allé à l'hôpital. Il l'a sorti de ce motel et n'a jamais regardé en arrière. La voix du détective Morale baissa. Au fil du temps, il a manipulé Lucia en lui faisant croire que sa mère était également partie. Il l'a cachée, l'a rebaptisée Samantha et a déménagé constamment en utilisant de faux documents. Et le corps de mon mari? Demanda Margaret d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Reed et son ami sont restés pour nettoyer, dit doucement Morale. Ils n'ont laissé aucune trace. Charlie a jeté le corps de Jim dans un gouffre calcaire et a abandonné la Cadillac au fond des bois. Elle est restée là, intacte, jusqu'à ce que Reed décide de la transporter à la casse récemment. Pourquoi maintenant? Demanda Doris, la voix brisée. Reed voulait effacer le dernier lien avec Charlie. Il pensait que 16 ans, c'était assez long, que personne ne ferait jamais le lien. Margaret resta figée, l'esprit en ébullition. Son mari avait été assassiné cette première nuit. Sa fille avait passé 16 ans en captivité et dans la terreur. Nous allons essayer de localiser les restes de votre mari, dit doucement Morale. Nous avons une bonne idée de par où commencer. Avant que Margaret ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et un médecin entra. Madame Albrook, Madame Barrett, votre fille a été transférée dans une chambre individuelle. Son état est stable, elle ne parle toujours pas, mais je pense que votre présence à ses côtés l'aidera. Ils suivirent le médecin dans les couloirs de l'hôpital jusqu'à une chambre calme. Lucia gisait immobile dans un lit,
le regard vide, les yeux fixés au plafond. Elle paraissait petite et fragile malgré son âge. Margaret s'approcha lentement, suivie de près par Doris. « Lucia » murmura Margaret en prenant doucement la main de sa fille. « C'est maman. Et grand-mère Doris est là aussi. » Pendant de longs moments, il n'y eut aucune réponse. Margaret continuait à parler, des mots doux et réconfortants, disant à Lucia qu'elle était en sécurité maintenant. Que Charlie et Reed étaient partis. Que personne ne pourrait plus jamais lui faire de mal. Les minutes se sont transformées en 1 heure. Margaret et Doris se sont relayés pour parler doucement, partageant de bons souvenirs, des anecdotes d'enfance, déversant tout leur amour dans ce silence brisé. Et puis, juste au moment où Margaret commençait à perdre espoir, les lèvres de Lucia s'entr'ouvrirent. « Je suis tellement désolée d'être si brisée », murmura-t-elle, sa voix rauque et fragile à cause du manque d'usage. Les larmes jaillirent des yeux de Margaret. « Ce n'est pas ta faute, chérie, dit-elle d'une voix brisée. Ce n'était pas ta faute. On est ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. Papa me manque, murmura Lucia, une seule larme coulant sur sa joue. Quelque chose dans sa façon de dire « papa » brisa à nouveau le cœur de Margaret. Elle ressemblait à la petite fille de 8 ans qui était partie ce jour-là, figée dans le temps. « Je sais, ma chérie » murmura Margaret en caressant doucement les cheveux de sa fille. « Il me manque aussi. » Une infirmière est apparue discrètement dans l'embrasure de la porte. « Excusez-moi, mais Monsieur Carroway demande à vous voir. Il est dans la pièce à côté. » Margaret hésita, refusant de quitter Lucia. Mais Doris lui toucha le bras. « Je resterai, dit-elle doucement. Tu vas. » Margaret suivit l'infirmière dans la chambre adjacente où Micah Carroway était allongée dans son lit, la poitrine bandée, la respiration superficielle mais régulière. Il ouvrit les yeux lorsqu'elle entra. « Madame Albrook » dit-il d'une voix rauque, à peine un murmure. « Je voulais m'excuser, pour mon fils. Et pour moi-même. Pour être restée silencieuse toutes ces années. » Margaret s'approcha. « Tu m'as sauvé la vie, dit-elle doucement. Sans ton courage, nous serions encore dans cette ferme. Nous n'aurions peut-être jamais retrouvé Lucia. » Micah ferma brièvement les yeux. « Mon fils, il a toujours détesté les hommes doux. La gentillesse. Il la considérait comme une faiblesse. Alors, quand il faisait du stop. Ils font semblant d'avoir besoin d'aide, termina Margaret doucement. Et mon mari, parce qu'il était gentil, il a arrêté. » Micah hocha faiblement la tête. « J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Margaret tendit la main et prit doucement sa main fragile. « Tu as risqué ta vie pour nous sauver. Il n'y a rien à pardonner. » Laissant Micah se reposer, elle retourna dans la chambre de Lucia. Sa fille s'était endormie, le visage apaisé pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée. Doris était assise à côté du lit, surveillant sa petite fille avec des larmes dans les yeux. Margaret prit la chaise de l'autre côté et attrapa la main de Lucia. Après 16 ans de recherche, de chagrin et d'espoir, il l'avait retrouvée. Le chemin vers la guérison serait long et douloureux. Mais ils le parcouraient ensemble, un jour à la fois. Et tandis que Margaret regardait sa fille dormir, elle remerciait silencieusement le fil fragile du destin qui les avait conduites à cette Cadillac rouge écrasée, à ce sac à main bleu et au moment qui avait finalement ramené sa fille à la maison.